Bonjour mes écolos préférés. De plus en plus d'associations écologistes, de militants se mobilisent contre des projets comme Sainte-Soline ou l'A69. Maintenant, c'est un nouveau projet de photovoltaïque qui attire tous les regards. Le projet de Cruis. Il y a même des personnes médiatiques comme Thomas Braille qui débarquent. Bonjour, je me trouve aujourd'hui à Cruis où comme vous pouvez le constater, derrière nous, il y a une dégradation importante de la forêt et de cet espace qui est très ensoleillé. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Donc on s'adresse aux maires et de toutes les communes de France aussi. Arrêtons de donner nos forêts pour des projets photovoltaïques. Mais est-ce que lutter contre un champ PV à la place d'une forêt est un combat aussi légitime qu'être contre une nouvelle autoroute ? Il aurait été tellement facile de faire une vidéo à charge contre ce genre de projet et tout le monde dirait « Bravo, t'es un bon écolo, tu te bats pour les animaux et les arbres ». Mais le contrat que j'ai avec vous est d'élaborer une pensée globale et de vous donner des outils d'autodéfense intellectuelle. Pour cette vidéo, j'ai interviewé des manifestants, des associations, des scientifiques. Bref, avec Florent Coste, avec qui j'ai coécrit cette vidéo, on a bossé comme des castors pour vous livrer une analyse en nuances. Allez, on regarde ça. On est en 2004 dans les Alpes de Haute-Provence. Un incendie ravage 111 hectares de la montagne de Lure. 91 000 € sont dépensés pour planter en 2006 sur le lieu de l'incendie des cèdres de l'Atlas pour du bois d'œuvre avec succès. On voit bien la plantation industrielle. Sur une autre parcelle qui n'était pas déjà productive avant l'incendie, des plantations de pins noirs d'Autriche prennent mal. La commune décide alors de changer la vocation de ces parcelles, de la production d'électricité avec des panneaux solaires au lieu de la production de bois d'œuvre. C'est Boralex qui a été sélectionné par la mairie pour développer le projet. Voici la parcelle en 2010, au début du projet, pas vraiment une forêt. La motivation est écologique et économique pour la commune. Il faut donc couper le bois qui avait été planté et c'est 17 hectares qui sont concernés pour 7,5 hectares de panneaux. Quand on parle d'abattre une forêt, voici la forêt en question avant l'abattage. On voit bien l'impact du feu. 17 hectares, c'est 0,3% de la surface de la commune. Voilà le résultat une fois la coupe réalisée. Et voici avec l'intégration paysagère. Est-ce que c'est choquant? À chacun de juger. Au-delà de ce parc, le risque avancé est celui du mitage du territoire par d'autres projets. L'infographie suivante exagère volontairement la taille des parcs pour montrer une couverture quasi totale de la montagne de Lure. C'est en tout cas ce projet à Cruis qui concentre toutes les luttes, mais en arrière-fond, ce sont aussi les autres parcs qui sont visés. Considérer que tous les opposants au projet comme étant un bloc uni serait une grave erreur. La mobilisation s'est structurée autour de plusieurs associations. LZR Lure en résistance, un collectif plutôt féminin. Des opposants à la mairie. Amis Lure, une association créée sur un projet de lutte contre 8 éoliennes sur le plateau du Contadour, dont une partie des membres est antinucléaire, mais pas tous. Ils ont plutôt une bonne culture de l'énergie. Eux ne manifestent pas, mais ils se battent plus sur le terrain juridique. Tous ceux-là sont plutôt des personnes de 60-70 ans. Puis deux associations sont venues et qui ont tout changé d'après les personnes que j'ai interviewées. L'Association nationale pour la biodiversité de Pierrot Pantel, qui a une figure d'expert, et le groupe national de surveillance des arbres avec Thomas Braille. Elles ont permis de structurer le combat et d'apporter l'aide juridique. Puis des artistes féminines de la scène nationale ont apporté leur soutien. La lutte prenant de l'ampleur, on voit des associations, des départements voisins apporter leur soutien car ne veulent pas que la même chose arrive chez eux. Et maintenant, des activistes plus jeunes issus d'Extinction Rebellion. Quand ils viennent du 05, ce sont plutôt des 30-40 et quand ils viennent d'Aix-Marseille, ils sont plus jeunes. Et on voit aussi des collectifs plus radicaux qui ne font pas l'unanimité dans le mouvement, qui se sont greffés à cette lutte pour dénoncer la répression et le fait qu'une mairie, même si elle est élue, n'est pas au-dessus d'un mouvement de citoyens. Il en manquait qu'un dans cette lutte qui est arrivé récemment, Hugo Clément. Cette manifestation a le soutien d'écolos, de gens très à gauche et de gens très à droite. Bien que dans tous ceux que j'ai interviewés, je n'ai pas eu de gens d'extrême droite. L'extrême droite est pour l'instant plus sur le combat anti-éolien. Bref, tout ça, ça fait un agglomérat qui rend l'analyse compliquée. Du coup, on va regarder les principaux arguments. Les manifestants d'LZR Lure en résistance disent dans leur tract qu'il faut démystifier la transition écologique. Ils sont contre le nucléaire, contre la biomasse, contre le solaire, contre l'éolien, c'est-à-dire toutes les énergies bas carbone. Et tous les manifestants ont une meilleure solution, la sobriété et de l'autoconsommation avec des panneaux solaires sur les toits. Analysons ça. On a trois problèmes avec la région PACA qui sont méconnus de la plupart des opposants. Le premier, pour y produire l'électricité, on utilise 32% de gaz. Et l'hydraulique y est très variable avec le réchauffement climatique.
Le solaire, c'est seulement 7,2%, alors que c'est là que le soleil brille le plus en France. Le deuxième, la région est déficitaire et doit importer 22,9 TWh, soit 64% de l'électricité qu'elle consomme. Le troisième, c'est le deuxième plus gros spot industriel français en matière d'émissions. Il y a donc un enjeu majeur à électrifier des industries qui restent utiles, comme la production et le recyclage d'acier, et accueillir des nouvelles, comme la production de panneaux solaires à Fos-sur-Mer. Donc ces trois problèmes montrent qu'il faut au contraire nettement augmenter la production d'électricité décarbonée. Sur un des sites des militants, il est dit que même si l'on couvrait la moitié de la France de panneaux photovoltaïques, entrelardés ça et là d'éoliennes, notre bilan carbone resterait pratiquement identique. Car les émissions de CO2 en France sont le fait du chauffage et des transports, les deux à base de pétrole. Au contraire, aujourd'hui, c'est un département qui utilise beaucoup de gaz pour se chauffer. Et donc, pour décarboner le chauffage, il faut massivement rénover et passer aux pompes à chaleur électriques. Et pour le transport, on voit bien que ces territoires ruraux et de montagne, comme dans le 0,5, consomment plus pour se déplacer. Il faut donc absolument électrifier les voitures. D'ailleurs, le mouvement Gilets jaunes dans le 0,4 a été important à cause justement des tensions sur les transports ruraux. Mais bon, peut-on répondre à cette hausse de la demande d'électricité décarbonée juste avec le solaire en toiture ? Avec que 162 000 habitants, le potentiel solaire, si on équipait toutes les toitures, est d'1 gigawatt environ. C'est pas mal, mais c'est totalement théorique. Le prix pour les particuliers, l'orientation des toitures, des toits qui ne sont pas dimensionnés pour recevoir le surpoids des panneaux, ainsi que des bâtiments de France qui, comme à Cruys justement, interdisent les panneaux à cause de l'abbaye, eh bien tout ça limite ce déploiement sur les toits. Aujourd'hui, ils sont 7,2% des toits équipés de panneaux, soit moins que la Haute-Savoie qui est bien moins ensoleillée, pour un total de 70 MW. 70 MW à comparer avec le projet de Cruys de 14,8 MW. Faire tout en toiture me paraît impossible. D'ailleurs, les manifestants le disent eux-mêmes dans leur tract. Je lis, l'objectif de l'association Négawatt est de prouver qu'il est possible de se passer du nucléaire et des énergies fossiles avec les énergies renouvelables. Pour la région PACA, leur scénario propose 12 000 hectares de panneaux solaires, ce qui paraît difficile uniquement sur les surfaces artificialisées, ce qui ne nous semble pas raisonnable. 12 000 hectares, soit l'équivalent de 1600 projets comme celui de Cruys. Reste d'après eux la solution, la sobriété qui permet de se passer du projet. La sobriété a déjà commencé avec moins 10% d'après RTE. J'ai discuté longtemps avec eux là-dessus. En fait, ce qu'ils proposent, c'est un piège intellectuel que l'on appelle faux dilemme. Soit la sobriété, soit le champ PV. Et c'est là que j'ose prétendre qu'ils n'ont pas compris l'urgence dans laquelle on se trouve et l'ampleur de la sobriété qu'il faudrait mettre en place pour se passer du solaire. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur le sujet. Emmanuel Rosier, expert Négawatt, confirme pour le département voisin, le 0,5, qu'il faut doubler la production d'électricité, même avec une sobriété de 40%. L'étude RTE Ipsos montre qu'il faut rester prudent avec le potentiel de la sobriété. Par exemple, le levier le plus efficace est de renoncer à l'habitat individuel, alors que 80% de la population ne le souhaite pas. Alors quand les manifestants ils disent qu'il faut faire plus de sobriété, est-ce qu'ils sont prêts à ça ? À qui fera-t-on croire que remplacer des forêts par des panneaux métalliques produits en Chine, cernés de clôtures et de caméras de surveillance, est un acte durable? Ils ne comptent pas ce qu'ils lâchent de CO2 par la déforestation et la destruction du sol, car ils vont, par des mesures de compensation, payer pour replanter des arbres, on ne sait pas où, ni lesquels, ni si ce sera contrôlé. Ont-ils raison? Comme cela n'est pas intuitif, on va voir ça en détail. Petit rappel, seulement 10% des émissions françaises sont captées par la forêt. Mais la dynamique est complexe et dépend notamment des conditions de croissance de la forêt et aussi du taux de CO2. Une forêt en bonne santé pourrait finir par ne plus pouvoir croître et continuer d'absorber du CO2. Pire, d'après le récent inventaire de l'IGN, on a découvert que ce pouvoir a diminué de 30% dans les 10 dernières années en France. Certaines forêts deviennent émettrices nettes et le réchauffement climatique, la sécheresse, les feux de forêt et les attaques de parasites diminuent la capacité des forêts à absorber du carbone. Maintenant, intéressons-nous au cas particulier de Cruys. C'est une forêt jeune de moins de 100 ans. Faisons le bilan du changement d'affectation des sols. Les arbres qui ont été coupés étaient des cèdres de l'Atlas, replantés par l'ONF il y a 14 ans. Environ 400 m3 de bois abattus. Et vendus par la commune, soit 174 tonnes de CO2. Quel est le bilan du manque de captage de CO2 sur 30 ans? Des 13 hectares de cèdres. D'après nos calculs, on arrive à 1224 tonnes de CO2. Maintenant, quelle est la conséquence de relier au réseau électrique le champ de PV de Cruys?
En limitant le recours au gaz et à l'hydro, qui peut être utilisé en décalé pour passer le pic de 19 h quand le soleil est couché, et en incluant la production en Chine, le transport, les travaux et les supports métalliques, on a un gain net de 220 grammes de CO2 pour chaque kilowattheure produit. Soit pour le parc de Cruis environ 4800 tonnes de CO2 évitées par an. Dit autrement, le parc aura permis d'éviter en un seul trimestre ce que la forêt aurait mis 30 ans à capter, et ce même sans mesure compensatoire de plantation d'arbres. Tous nos calculs sont en description sous cette vidéo, basés sur des hypothèses conservatrices. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut raser toutes les forêts au nom du climat? Je ne dis pas ça, je montre juste que leur argument ne tient pas bien. La forêt apporte bien sûr d'autres services écologiques et d'ailleurs au passage, on s'émeut beaucoup moins quand on coupe des arbres pour les brûler dans les cheminées ou pour libérer de l'espace pour produire de la viande. Quand un développeur de PV lance un projet, ça passe par plein de filtres. Il demande à un cabinet d'études de faire des analyses de différentes espèces présentes sur le projet. Ensuite, ça passe dans les services de l'État qui auront le dernier mot et qui font appel à des experts indépendants comme le CNPN qui a d'ailleurs donné sur ce projet un avis défavorable car le dossier ne proposait pas une autre solution satisfaisante. Or franchement, on rappelle que ce terrain avait subi un feu de forêt et que la commune l'avait elle-même soigneusement choisi selon plein de critères. Bref, c'est une bataille d'experts. Néanmoins, Boralex a réduit à 17 hectares alors qu'il disposait de 75 hectares pour suite aux études éviter les secteurs à enjeux environnementaux. On ne peut pas dire que les études n'ont pas été sans effet. Ce qui m'intéresse, c'est de généraliser ce qui se passe. Comme sur chaque projet, la recherche d'espèces protégées ou en danger est utilisée comme un argument. Ça peut être un crapaud, une plante, un papillon. Sur ce projet, il y a plusieurs espèces concernées et dans les débats et dans les études, une attention particulière a été portée à la recherche du lézard osselet, espèce à enjeu. Pourtant, le deuxième bureau d'études n'a pas réussi à trouver ce lézard malgré une recherche intense. J'ai voulu en savoir plus sur ce lézard, alors direct j'ai trouvé l'expert français de ce lézard, Marc Chélan, un monsieur remarquable qui, je vous promets, n'est pas un reptilien. Il dit dans son étude, le lézard osselet apparaît avec des fréquences élevées dans les milieux anthropisés, que sont les carrières et les gravières, les chantiers, le long des réseaux routiers. Donc un champ de panneaux solaires, ça pourrait potentiellement aller pour ce lézard. D'après mon expert, cela dépend de l'espace entre les panneaux. A noter que ce mignon lézard est revenu très rapidement dans le parc photovoltaïque de Gramma en Occitanie, une fois le chantier fini. Ce qui est important, c'est ce que Marc Chélan a ajouté. Raisonner en espèces à protéger est une grave erreur, et il a complètement raison. Lui déteste faire ça, car si tu mets 10 naturalistes autour de la table, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas d'accord entre eux. L'un voudra protéger une plante, l'autre un oiseau ou un lézard. Il vaut mieux raisonner en biotope. Mais attention, un biotope ça évolue. Par exemple, la montagne de Lure était il y a un siècle sans arbres, et le fait de laisser pousser la forêt a forcément été favorable à des espèces au détriment d'autres. On peut par exemple constater que ce fameux lézard osselet, ainsi que d'autres espèces sont en fort déclin dans cette région, à cause de l'abandon du pastoralisme, qui entraîne un regain des forêts. Nous, les écolos, on a souvent tendance à vouloir mettre la biodiversité en cage. Or, c'est un processus évolutif, mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Bref, comme je le disais, la biodiversité est un alibi qui arrive en un second temps dans les luttes. Je ne dis pas que les personnes là s'en moquent, mais c'est un alibi de bonne guerre, me disait Marc Chélan. Écoutez ce reportage. En allant chercher Pierre Houpentel de l'ANB, on compte sur lui pour trouver la petite bête dans les deux sens du terme pour plomber le projet. Les militants ont fait appel à lui pour structurer leur combat, mais surtout parce qu'ils savent qu'il peut trouver la petite bête qui pourrait tout faire basculer. La voici. Là ici, ça serait plus un habitat pour le trachéoréa. Hein. Bon, maintenant prenons de la hauteur. Et vous avez vu le budget de la production là? Bon, finalement, c'est quoi qui se joue sur ce genre de projet au-delà de la lutte à Cruis? Dévaster 30 hectares d'une réserve de biosphère classée par l'UNESCO pour électrifier les fours d'ArcelorMittal et prétendre que ce serait pour sauver le climat. Quand j'ai interviewé des manifestants, ils disaient ne pas être contre le solaire en général, mais ont le sentiment que l'on vient d'abîmer leur paysage pour les grandes villes et les grands industriels du sud de la région qui sont les représentants du capitalisme. C'est un sentiment très fort chez eux. D'ailleurs, ils appellent à relocaliser les installations de production d'énergie près des zones de consommation sur des espaces déjà artificialisés. Ils ont le sentiment d'être autosuffisants. Si on regarde, les Alpes de Haute-Provence produisent 2,4 TWh et en consomment 1,2 TWh. Effectivement, il sert à alimenter des départements du sud. Mais quand les barrages du 0,4 sont au plus bas et qu'il n'y a pas de soleil, les Alpes de Haute-Provence sont très contents de pouvoir compter sur les régions voisines. Et comme on a vu avec l'électrification du chauffage et du transport, ils seront déficitaires s'ils restent comme ça.
Et rappelle, c'est grâce au fait que l'électricité se transporte facilement avec des pertes minimes qu'il est possible d'optimiser les moyens de production. S'il fallait tout produire en local, il y aurait encore plus d'impact local, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Quand je leur disais « mais c'est bien d'être solidaire », ils répondaient que dans SRADET, il y a marqué « équilibre et égalité des territoires ». Donc chacun doit produire ce dont il a besoin. Que dit le SRADET justement? Les 3/4 des capacités d'accueil portent sur surface artificialisée, toiture, parking, etc. Reste seulement un quart, soit environ 1500 MW à développer au sol, essentiellement dans 4 territoires. Donc les efforts sont bien partagés dans l'esprit. L'agrivoltaïsme pourrait être une solution en apportant des revenus aux agriculteurs tout en préservant la biodiversité. Mais là aussi, on voit un rejet soutenu par la Confédération paysanne. Ils disent « Nous refusons l'industrialisation des campagnes ». Putain, quel con de vouloir tourner dehors quand il fait -5. Dans les tracts et argumentaires de ces militants, il y a une image de l'ennemi qui est créée. Les multinationales hors sol imposent leurs projets à la population. Alors effectivement, Boralex est une entreprise canadienne de 600 employés, mais en France, c'est la taille d'une PME. Reste pour ces militants la sensation au final qu'on détruit leur montagne pour enrichir des actionnaires et des grands groupes. La terre est à nous, ouais. Carrément. Et là, le truc, c'est que le capitalisme est en train de s'approprier le vivant, clairement, et de le détruire sur des logiques qui sont totalement irraisonnées. Soi-disant, devoir raser une forêt pour pouvoir préserver le climat. Avec, en fait, on a clairement juste des gens qui ont des panneaux solaires à vendre. Même Negawatt en prend pour son grade. Il ne propose pas de changer de modèle économique, nous ne croyons pas au capitalisme vert. Soit, mais alors rentrons dans les détails. Pour comprendre les ordres de grandeur pour un parc au sol, il faut environ 0,6 € par watt crête. Soit pour le parc de Cruis, il faut un capital de 11 millions d'euros. Pour quelle rentabilité? La CRE évalue la rentabilité entre 2 et 5%. C'est pas énorme. La transition est très capitalistique et moins que les industries fossiles. Si c'est pas la rentabilité qui est gênante, c'est alors l'actionnariat étranger. Mais il ne tient qu'aux Français d'investir ce champ d'action. En Allemagne, 50% des projets ont un financement participatif contre environ 5% en France. Parce que c'est culturel, voir ma vidéo sur l'Allemagne. En France, c'est Énergie Partagée qui porte les projets d'énergie citoyenne, avec la promesse d'implication de citoyens locaux. Dans le secteur du 04, seulement environ 200 kW de projets citoyens qui sont recensés sur la carte Énergie Partagée. C'est que dalle. Mais attention, qui dit projet citoyen ne dit pas automatiquement un projet qui se fait sans opposition ou rapidement ou sans défrichement de forêt. Dans le 04, le projet de Saint-Pons, c'est un exemple qui ressemble beaucoup à Cruis. Certes, quand c'est porté par des citoyens, c'est plus difficile de s'y opposer. Certains militants interviewés se sont dit pour développer les projets d'énergie partagée. Mais ça ne se fait pas tout seul, hein. Il faut du temps, du bénévolat pour monter ces projets. C'est-à-dire des dossiers pour répondre aux contraintes administratives, juridiques, d'ingénierie. Et c'est forcément plus lent qu'un industriel. C'est justement pour ça que l'on fait appel à des boîtes comme Boralex. Ce sont des belles initiatives mais à la force de frappe qui reste à ce jour limitée. C'est complètement nécessaire mais restera insuffisant face au réchauffement climatique. Enfin, il reste la force publique. En France, EDF Énergie Renouvelable développe quelques projets mais beaucoup plus à l'étranger. Et on a déjà vu dans le passé des oppositions fortes à des projets de barrages portés par EDF même quand c'était public. D'autres poussent un modèle public plus local. Ainsi, des SEM se sont montés dans le département voisin du 05 avec une capacité affichée financièrement de 50 à 60 millions d'euros de projets sur 10 ans. Cela veut dire être capable de financer 100 MW crête de champs PV au sol sur 10 ans pour ce département, soit seulement 3 parcs comme Cruis en 10 ans. Bref, sur tous ces modèles, chacun cherche l'optimum propre à son modèle. D'ailleurs, il arrive que ces multiples forces soient combinées dans un même projet. On a vraiment besoin de tous pour arriver au résultat global. On a vu que leur argument était contestable, mais il en reste un qui est d'après moi ce que j'ai ressenti des discussions le plus important. Leur sincère souffrance de voir un lieu qu'ils aiment être abîmé par des éoliennes et des champs de panneaux solaires. Le soutien des artistes porte sur cela et ils font appel à la mémoire de Jean Giono. Amilur me disait au sujet des éoliennes et du solaire, l'implantation provoquerait une rupture totale dans la continuité du panorama montagnard. En tant que montagnard, je les comprends. Ce sont d'ailleurs les néo-ruraux qui ont quitté la ville pour retrouver la nature qui sont les plus engagés contre ces projets, d'après ceux que j'ai interviewés. Ils s'imaginaient s'extraire des industries et là on leur en remet devant les yeux. Mais prenons du recul. La montagne de Lure et beaucoup d'autres lieux de cette région, largement boisés,
ont en fait un paysage forestier récent. Il y a moins d'un siècle, le massif de Lure et ses alentours étaient maintenus rasés par une surexploitation du bois et par le pastoralisme. Regardez ces photos aériennes de 1955. La raison, des travailleurs essentiellement italiens venaient couper les forêts pour faire du charbon pour les particuliers, mais aussi déjà pour les industries du sud. On en voit encore la trace aujourd'hui. Et c'est l'arrivée des mines de charbon et surtout du pétrole et du gaz qui a permis de relâcher la pression sur les forêts. Dit autrement, les énergies fossiles ont sauvé les forêts et la biodiversité qui allait avec. Et maintenant que l'on veut sortir des énergies fossiles, ne peut-on pas réduire un peu les bords de forêt, comme à Cruys? Qu'en pensez-vous? Je veux bien lire votre réponse en commentaire. La colère de ces manifestants est compréhensible. Quand tu aimes ta région, tu as envie qu'elle reste aussi belle que tu la connais. Mais c'est exactement pour cette raison que les manifestants qui sont quasi tous anti-nucléaires auraient dû se battre pour le nucléaire, énergie qui produit beaucoup sur peu d'espace afin de toucher le moins possible à la nature. Mais maintenant que l'on a perdu des compétences sur le nucléaire, et vu sa lenteur de déploiement face au réchauffement climatique, et surtout vu qu'il y a une forte électrification des usages, il faut développer à fond le solaire et donc arriver à des compromis difficiles et douloureux. On parle à Cruys d'un projet démarré en 2010. 14 ans plus tard, on n'a toujours rien. On atteint des délais aussi longs que pour le nucléaire, alors qu'il y a urgence. Et tout ce bordel porte une mauvaise image sur les projets d'énergie renouvelable plus vertueux. Le rappel à la sobriété et à installer du solaire sur des sols déjà artificialisés est très juste, mais totalement surestimé. Sauf s'ils veulent une sobriété ultra poussée, mais on n'a pas vu grand monde parmi les manifestants se l'appliquer, pour ne pas dire personne. Alors oui, d'après moi, on doit sacrifier un peu de biodiversité pour atteindre les objectifs d'émissions de CO2 de la France. Après, on peut considérer que la biodiversité et ses lieux remplis de souvenirs valent plus que les tonnes de CO2 évitées et ses conséquences. C'est un choix. Une personne me disait « Je suis prête à accepter ce genre de projet dans une forêt quand on aura déjà recouvert les surfaces artificialisées de panneaux solaires. » Ça paraît un bon argument. Sauf que là, j'aimerais vous faire comprendre que l'on est dans une situation climatique tellement catastrophique qu'on n'est plus dans le luxe de choisir quelle solution on veut développer, d'attendre de déployer le solaire au sol quand on aura fait d'abord les surfaces artificialisées et de choisir que des solutions parfaites d'un point de vue biodiversité. Au fait, même dans une friche industrielle, il y a aussi de la flore et des animaux. Mais franchement, si on file vers des températures à plus de 50 degrés avec des sécheresses terrible, cette biodiversité qu'ils veulent sauver va juste disparaître. Je suis également d'accord que l'on ne parle pas assez de biodiversité, c'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo. Les naturalistes se font de plus en plus entendre et c'est tant mieux, mais je constate qu'ils ne comprennent pas bien les enjeux autour de l'énergie et au passage sont ultra exigeants avec les énergies renouvelables. Par contre, je rejoins les manifestants sur une chose. L'État et l'Europe veulent à juste titre des résultats sur l'atténuation des émissions de CO2. Je rappelle que certains écolos attaquent l'État pour ne pas respecter les objectifs. Ces mêmes écolos qui sont d'ailleurs totalement muets pour défendre le projet de Cruys, voire contre comme certains du parti les écologistes. Donc l'État veut des chiffres et les entreprises privées cherchent le terrain le moins cher, qui n'est peut-être pas le mieux pour la biodiversité. Petite parenthèse, on constate actuellement que les propriétaires de terrains dans le sud deviennent trop gourmands, rendant des projets dans le nord, avec pourtant beaucoup moins de soleil, parfois plus compétitifs. Bref, peut-être qu'il y a une meilleure parcelle à 1 km que de celle proposée. Mais comment on fait? On réquisitionne l'autre parcelle? Je doute que le monde rural soit d'accord avec ça. Reste une solution, à mon avis, peu populaire. Faire comme en Chine. L'État planifie. On pourrait dire à l'État français de planifier le déploiement en choisissant les meilleurs terrains pour la biodiversité. Mais là, on touche à un autre problème. L'État manque cruellement de fonctionnaires et ne pourrait pas remplir cette mission. Donc oui, hélas, vu l'urgence, laisser la main au privé est un mal nécessaire qu'il faut encadrer le mieux qu'on peut. Bref, oui, la verrue à Cruys dans la montagne de Lure, sur, je le rappelle, un terrain qui avait subi un feu de forêt, n'est pas heureuse. Mais au final, n'est-ce pas l'impact du réchauffement climatique sur la forêt qui sera bien plus laid? Mais à un moment, il faut peut-être accepter de voir les moyens de production de l'énergie que l'on consomme. Derrière une prise électrique, il y a des industries. Ces panneaux solaires et les éoliennes nous le rappellent, et tant mieux si ça peut nous pousser à la sobriété pour en avoir le moins possible. Je remercie tous ces manifestants avec qui j'ai eu des échanges constructifs, à Florent bien sûr, et à tous ceux qui soutiennent cette chaîne en s'abonnant ou via le Tipeee ou via les partages. Allez, tchuss! Putain, je me pèle!